Bienvenue dans la deuxième partie du débat largement consacré aux élections italiennes qui ont lieu dimanche et bien sûr avec un scrutin incertain qui risque de peser sur l'avenir de l'Europe. Alberto Toscano, finalement, quel est le scénario politique le plus probable? Le scénario probable, et même très probable, est qu'il n'y ait pas de majorité à la sortie des urnes. Donc, le scénario est celui d'une recomposition. Alors, scénario numéro 1 est celui de nouvelles élections anticipées. Pas nouvelles, parce que celles-ci ne sont pas anticipées. D'élections anticipées, à l'espagnol, pour parler clairement. Non, je n'y crois pas beaucoup. Je pense que les députés, les sénateurs qui seront élus le 4 mars feront tout pour sauver leur mandat, pour rester. Et donc, ça va aider une recomposition. Donc, scénario, avec quand vous parlez de recomposition? Parce qu'il y a une coalition de droite, là. Il y a l'hypothèse d'un gouvernement style Mario Monti, avec des technocrates. Il y a vous pensez, aussi... parce que là, on n'a pas l'impression que c'est ce qui va ressortir des urnes dimanche. Non, ça ne va pas ressortir des urnes. Des urnes, on va voir 3 Italies. L'Italie divisée en 3. Sans majorité parlementaire. Donc la gauche, la droite, entre la droite de Berlusconi... centre-gauche, Mouvement 5 étoiles, et droite avec extrême droite. Et ensuite, il y aura une recomposition. La droite avec l'extrême droite ne restera pas ensemble. Mais Berlusconi, Forza Italia, est un parti qui, au Parlement européen, fait partie du groupe populaire européen. Et la Ligue du Nord fait partie du même groupe que le Front National français. Vous vous rendez compte? Donc cette alliance ne peut pas être... L'alliance considérée contre nature par tous les populaires européens en Italie a lieu. Donc l'Europe ne peut pas accepter, les populaires européens ne peuvent pas accepter en Italie durablement une alliance entre un parti qui fait partie des démocrates. Donc s'il gagne dimanche, ça volera en éclats. S'il gagne ou s'il perd, ça volera probablement en éclats. De toute façon, personne ne gagnera vraiment et personne ne perdra vraiment. Il y aura de toute façon une Italie divisée en 3. Quelqu'un sera plus content que l'autre. Mais ça sera... Et ensuite, il y aura la deuxième mi-temps, qui sera la recomposition, trouver une solution. Le gouvernement technocrate, je n'y crois pas beaucoup. Plutôt une alliance de partis plus sur le centre. Enfin, on trouvera une solution à l'italienne. Une solution italienne? Mais il y a 5 ans, on a trouvé une solution à l'italienne, et cette solution à l'italienne a duré quand même 5 ans. Et ces 3 gouvernements de la dernière législature ont fait des réformes. Vous parliez donc du gouvernement de Mario Monti, Matteo Renzi. Donc les solutions à l'italienne ne sont pas forcément négatives. Cécile Antonin, les solutions italiennes ne sont pas forcément négatives. Il y a eu un certain nombre de réformes menées effectivement par Matteo Renzi, qui aujourd'hui, en tout cas dans les sondages, n'est pas au beau fixe. N'est pas au beau fixe. Alors effectivement, il y a cette fameuse réforme du marché du travail dont je parlais et qui, effectivement, alors on a du mal à savoir quelle est la part de réforme du marché du travail qui a vraiment eu un impact sur l'emploi et sur le taux de chômage, et quelle est la part de baisse des cotisations sociales. On pense que c'est essentiellement la baisse des cotisations sociales en fait qui a eu cet impact sur l'emploi. Ce qui se passe en fait, c'est que moi, dans toutes les configurations qu'on voit, le risque, c'est qu'on va être dans une espèce de coup d'arrêt, en fait, au niveau des réformes. Parce que, effectivement, la baisse de la fiscalité, donc, qui est promise par la droite, bon, on voit bien, c'est une idée de flat tax, donc d'avoir pour les entreprises et pour les ménages une taxe fixe, voilà, et une imposition fixe. Voilà, donc ça, c'est pour les particuliers, 15% pour les entreprises, donc ça, c'est son idée. Mais les autres partis aussi ont promis une baisse de la fiscalité. Par exemple, le mouvement 5 étoiles a promis l'équivalent du revenu universel qu'on pourra avoir chez Benoît Hamon à 780 €. Le parti de centre-gauche a aussi en tout cas prédit qu'il baisserait la fiscalité sur l'impôt sur les sociétés. Donc on voit que chacun a fait des promesses fiscales. Les 3 ne se sont pas vraiment engagés à tenir également la fameuse règle budgétaire, donc qui impose à l'Italie de réduire progressivement son déficit. Alors j'allais dire entre guillemets le plus sérieux, enfin celui qui se situe le plus dans la continuité du gouvernement actuel, c'est le Parti démocrate, puisqu'il dit qu'il va continuer comme il l'a fait. Mais on voit quand même que tous les partis, clairement, en matière économique, ne sont pas extrêmement crédible en fait. On n'a pas de financement, on a une augmentation des dépenses qui est prévue, on n'a pas beaucoup de rentrées d'argent en plus, et je crois que c'est essentiellement ça qui est un petit peu triste, c'est que l'Italie a vraiment besoin de réformes et qu'il semble que on risque d'aller vraiment vers un gel de ces réformes. Sylvain Kahn, c'est vrai qu'il y a une coalition de droite. Est-ce qu'il pourrait y avoir un scénario du type alliance entre Silvio Berlusconi et Matteo Renzi? Il y a beaucoup de gens qui en parlent. Moi, j'y crois pas beaucoup parce que je serai moins optimiste qu'Alberto tout à l'heure.
Parce que, sur le scénario italien. Sur le scénario à l'italienne, parce qu'il y a un pays où le chef du gouvernement est membre du Parti populaire européen qui s'est allié avec l'extrême droite, c'est l'Autriche. Et c'est pas un pays de l'Est, hein, c'est-à-dire on peut pas dire oulala, oui, mais c'est des mœurs politiques un peu différentes. Non, donc moi je pense que cette alliance électorale entre Forza Italia et la Ligue et Fratelli d'Italia me paraît pas uniquement une alliance de circonstances. Parce que là, on fait un peu comme si c'était le grand retour et que c'était juste pour gagner les élections. Mais il ne faut pas oublier que quand Forza Italia est arrivé, a surgi de nulle part en 1994, c'est déjà avec une alliance dite de centre-droit où il y avait à l'époque la Ligue du Nord d'Umberto Bossi, il y avait déjà les post-fascistes à l'époque. Donc vous pensez qu'une telle alliance, elle pourrait tenir, contrairement à ce ça que a vient de tenu dire combien de Alberto mois? Toscano. Ça a quand même tenu 2 ans, si je me souviens bien. 10 mois. Pour 10 mois. Mais je veux dire, ils sont revenus quand même à plusieurs reprises. Il y a eu un deuxième gouvernement Berlusconi avec un 2000. soutien sans participation Mais là, de Bossi. Et là, il ne faut pas oublier qu'il y a quand même une chose qui est quand même... Il n'y a pas que l'économie, il y a la xénophobie. Oui. Et la l'immigration en général, moi, je pense. c'est un truc hyper important actuellement en Italie. Alors, quoi qu'on en pense... Qui pourrait souder cette droite, c'est ce que vous voulez pour dire l'instant, c'est le ciment de cette coalition. Et quoi qu'on en pense, il faut quand même bien voir que les Européens, dans leur ensemble, ont quand même lâché les Italiens face à la crise migratoire. Hein, je veux dire, il y avait... dire un mot. Oui. Il y avait 3 millions d'immigrants en situation régulière il y a 5 ans. Aujourd'hui, il y en a 5 millions, sans compter tous les immigrés ou réfugiés qui ont été accueillis, qui sont en situation irrégulière. Et les Européens, comme on le sait, en particulier les Français, qui ont rétabli les contrôles aux frontières entre la France et l'Italie. Ils ont un peu laissé l'Italie de comme, côté, comme on a fait avec la Grèce, on a fait pareil avec l'Italie. Et donc... Bon, moi, je serais moins optimiste qu'Alberto sur le fait qu'on peut très bien effectivement avoir un mandat fort, unissant Forza Italia, la Ligue, et pourquoi pas avec un soutien plus ou moins ponctuel du mouvement 5 étoiles, parce que ces 3 partis, plus le petit parti post-fasciste, sont vraiment... tous les cas très très unis sur une espèce de xénophobie qui pourrait se retrouver dans un programme sur une xénophobie d'État. Alors justement, on va écouter Silvio Berlusconi qui a promis l'expulsion de 600 000 réfugiés. Nous avons ce problème des 600 000 immigrés et de l'insécurité qu'ils produisent. Pour résoudre complètement ce problème, il n'y a pas d'autre chemin, comme dit notre loi actuelle, que de rapatrier ces personnes, en commençant par ceux qui ont commis des délits. Ludmila Acon, donc un discours très clairement xénophobe. Oui, alors je ne suis pas sûre que le mouvement 5 étoiles et Berlusconi puissent s'entendre sur une question. Du moins, c'est dans le gouvernement ombre qui vient d'être proposé par Di Maio, avec une proposition d'un ministre qui voudrait supprimer le Jobs Act et revenir à l'article 18 qui garantissait les emplois. C'est une question qui ne plaît pas du tout à Berlusconi, et d'ailleurs c'est pour cela qu'on a entendu un ton de Berlusconi très semblable à celui qu'il avait autrefois sur les communistes. Et aujourd'hui, ses ennemis, les mêmes épithètes, les mêmes attaques sont contre le mouvement 5 étoiles. Mais sur l'immigration, ils s'entendent. Sur l'immigration, 5 étoiles, ils ont dit, Di Maio a dit les Italiens d'abord. Alors, c'est hétéroclite dans ce parti. C'est un parti ce n'est pas un parti d'ailleurs, c'est un mouvement qui est composé de plusieurs âmes, si vous voulez. Donc, on ne sait pas très bien ce qui va se passer dans la politique réelle. Oui, non, c'était juste pour réagir justement aux questions migratoires. Alors, c'est vrai qu'il y a clairement un problème migratoire en Italie, et pas qu'en Italie, en fait, dans d'autres pays européens. Et on le voit, ça a porté effectivement au pouvoir un certain nombre de mouvements je trouve que justement, la réponse européenne sur la migration n'est pas du tout à la hauteur. Enfin, globalement, en Grèce, on a eu exactement le même problème. Alors, le problème se pose avec d'autant plus d'acuité que dans ces pays-là, enfin, pour parler de ma partie qui est l'économie sur le chômage, par exemple, en Italie, on avait effectivement atteint un niveau de chômage qui était quand même, qui était au plus haut depuis finalement que sans doute les chiffres, depuis disons, enfin quand même pas que les chiffres existent, mais en tout cas
par rapport à 2008, on avait vraiment un niveau de chômage qui était aux alentours de 14%. On était passé de 7 à 14%. Et c'est vrai que ce problème se pose avec d'autant plus d'acuité. Alors, on le voit d'ailleurs même, malgré les créations d'emplois qui ont actuellement cours en Italie, en fait, le chômage ne baisse pas vraiment, puisqu'on a une augmentation de la population active. Et c'est la même chose en Grèce. Enfin, je veux dire, on avait 10,7 le chômage aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, parce qu'il a un peu baissé. Mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que mois après mois, malgré l'augmentation des emplois, en fait, finalement, le chômage ne baisse pas beaucoup pour une raison simple, c'est qu'effectivement, la population active augmente. Donc ça peut être un facteur de cristallisation aussi des angoisses. Et c'est la même chose en Grèce, où on était à 30% est quand même connu pour l'importance de son secteur informel. Donc les statistiques sur le chômage... Certes, mais alors, c'est vrai qu'il y a eu des progrès qui ont été faits. Alors même s'ils sont sans doute insuffisants, il y a eu des progrès qui ont été faits pour prendre en compte ce secteur, même si je suis d'accord avec vous. Il y a 20% de l'économie sans doute qui est pas mal mesuré. Mais en tout cas, ces problèmes de migration, pour moi, n'ont pas du tout été pris en compte ont été très mal traités. Et c'est vrai qu'on paye aujourd'hui la conséquence. Je veux dire, je pense qu'on ne peut pas entièrement imputer dans la campagne. Alberto Toscano. Je crois qu'on est tous d'accord sur cet élément, le poids énorme de la question migratoire sur cette campagne électorale. Et évidemment... Et qui est quand même très instrumentalisée. Exactement. Il ne faudrait pas qu'on fasse comme si, parce qu'il y a des migrants, il y a des problèmes. Non, bien sûr. Vous avez anticipé ce que j'étais en train de dire. La Toscano. question migratoire se prête à l'instrumentalisation politique. C'est un sujet très chaud qui devrait être traité de façon froide, mais qui est explosif. Et qui plus est, l'attitude de l'Europe, et là on l'a tous dit, vis-à-vis de l'Italie, n'a pas été une attitude intelligente. Parce que l'Europe aurait dû se charger de la situation, comprendre que la situation italienne n'est pas que italienne. Et pourtant, l'Italie a tiré la sonnette d'alarme à plusieurs reprises. Je veux dire, il y a vraiment eu Mare Nostrum. Et on a il y a vraiment accueilli eu... un certain nombre, beaucoup plus d'ailleurs que la France. Donc la question migratoire est centrale, mais elle est instrumentalisée à la fois par les populistes, je me permets de dire, du mouvement 5 étoiles, qui ont une attitude un peu de schizophrénie. Le jour pair, ils disent il faut priorité aux Italiens, des discours style Marine Le Pen. Et de l'autre, le jour pair, par contre, ils disent il faut accueillir. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent vraiment. Elle est instrumentalisée par la Ligue du Nord, qui a abandonné la logique d'Umberto Bossi de l'autonomie régionale du Nord à bénéfice d'une ligne perfectement xénophobe. Digne du groupe parlementaire avec Marine Le Pen, toute la campagne et qui dépasse même sur ce terme. Marine Le Pen sur le terrain de la xénophobie. Et c'est comme ça qu'ils gagnent des voix dans tout le pays, que justement ils sont sortis de leur bastion du Nord Et puis il y a eu pour avoir une campagne très xénophobe. Ludmilla Acon, un petit mot tout de même sur la gauche, parce que Matteo Renzi, on en a beaucoup parlé, c'est un peu une star au moment où il était chef du gouvernement italien, il a mené des réformes. Comment se fait-il qu'elle soit en recul à ce point ? Je pense que la situation économique, au-delà des appréciations des spécialistes, c'est ce que les gens ressentent, c'est une dégradation de la condition générale. La faute aux immigrés, c'est un prétexte, car en effet, ce n'est pas à cause des immigrés que la situation se dégrade. Et d'ailleurs, les chiffres de la pauvreté ont explosé, la précarité est endémique, il y a des zones entières de l'Italie qui sont laissées à l'abandon. Mais c'est nouveau, ça, vraiment ? Non, ce n'est pas nouveau, mais ça devient de pire en pire, c'est-à-dire les chiffres, le ressenti aussi des gens, parce que le filet de sécurité qui était représenté par les familles se délite aussi. Donc, quelque part, les Italiens ont l'impression d'être totalement abandonnés. Quand vous avez un pays dans lequel les inscriptions à l'université baissent sans arrêt, la recherche est exsangue, il n'y a pas d'avenir. Les jeunes viennent en France ou vont dans d'autres pays. Les jeunes pensent en Italie qu'il n'y a pas d'avenir et qu'il faut aller ailleurs. Vous êtes très très pessimiste. Non, et ce n'est pas moi, mais en tout cas, c'est ce que... Pardon, je vous coupe, mais c'est aussi une conséquence des programmes d'austérité qui ont été mis en place. Parce que c'est vrai qu'en 2017, il y a eu plutôt des politiques de relance. Mais avant, il y avait eu un certain nombre de politiques d'austérité. Donc les Italiens ont aussi l'impression d'avoir fait des efforts. Et finalement, que ces efforts n'ont pas beaucoup payé. L'Europe a été trop sévère vis-à-vis de l'Italie. Oui, comme vis-à-vis de quelques autres pays. Oui. Alors, là, on parle d'Italie. En même temps, Sylvain Kahn. En même temps, le centre-gauche, qui est donc incarné par le Parti démocrate que dirige Matteo Renzi, est victime, Alberto le disait tout à l'heure, d'un phénomène classique d'alternance. C'est-à-dire ils ont quand même été au pouvoir pendant 5 ans. Ils vont... Berlusconi aussi, et pourtant il revient. Oui, mais il revient, mais là il était dans l'opposition. Ouais. Et en même temps, on va bien voir les résultats dimanche soir ou lundi matin. En même temps, si le Parti démocrate fait ce que lui donnent les sondages il y a une dizaine de jours, entre 22 et 25%,
ça ne sera pas une catastrophe, c'est-à-dire ça ne sera pas du tout un score ou une dégringolade comme a connu le Parti socialiste en Grèce ou le Parti socialiste en Espagne ou même le SPD en Allemagne ou le Parti socialiste en France. Il faut bien voir que Matteo Renzi... Il sauve les meubles, alors on va voir, mais Matteo Renzi part de très très haut, c'est-à-dire aux dernières élections européennes en 2014, il a fait un véritable raz-de-marée. Le Parti démocrate a eu quasiment 40% des voix, ce qui est absolument exceptionnel. Il comptait revenir justement au pouvoir, Matteo Renzi. Non mais donc, je pense que dans ce paysage éclaté et très très incertain, il me semble qu'on ne peut pas enterrer le Parti démocrate comme, manifestement, on est bien obligé d'enterrer le Parti socialiste en France et les partis sociodémocrates dans un certain nombre d'autres pays. Là, je pense qu'on est plutôt sur un phénomène d'alternance classique avec cette différence qui est qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à différencier le Parti démocrate, donc on va dire social-démocrate, centre-gauche, de la droite de gouvernement. Et ça, c'est un problème. Il y a aussi beaucoup de gens qui vont voter pour le mouvement 5 étoiles parce qu'ils se disent on ne voit plus très bien la différence entre la gauche et la droite classique. Alors ça, c'est Alberto Toscano, c'est un peu ce qui se passe dans l'ensemble des pays d'Europe. Le mouvement 5 étoiles, c'est le mouvement populiste qui utilise justement la fatigue des partis traditionnels. On retrouve ça en Italie. Il y a un problème d'identité pour tous les électorats européens. On l'a vu en France. Et en Italie, il y a des problèmes supplémentaires typiques de l'Italie. La division du pays nord-sud, ces problèmes dont Ludmilla a très bien parlé, mais sont en particulier des problèmes de l'Italie du Sud, parce que la division nord-sud en Italie pèse énormément. Dans la Vénétie, en Lombardie, il y a presque le plein emploi. Et pourtant, c'est là qu'ils votent majoritairement à droite. Le chômage des jeunes est gigantesque. Or, il y a ce type de problème, et il y a sur le plan politique un problème structurel sérieux, et que les institutions italiennes ne poussent pas vers la gouvernabilité. La France a une constitution de la Ve République qui a presque forcé l'électorat vers une solution qui a rendu le pays gouvernable. Et le scrutin, là, n'arrange rien. Non. Et qui plus est, il y a 7 lois électorales. Laissez-moi dire un mot seulement sur la loi électorale. L'un des problèmes de l'Italie est qu'elle a changé trop de fois de loi électorale. Elle a changé la loi électorale en 93-94. Berlusconi a changé la loi électorale en 2005-2006. Et Matteo Renzi a fait une loi électorale qui n'est jamais entrée en vigueur. Et là, il y a une 4e loi électorale. Or, une loi électorale la loi électorale parfaite n'existe pas. Mais le problème de la loi électorale est qu'elle doit durer dans le temps. Parce que l'opinion publique doit s'habituer à une loi électorale. Or, cette loi électorale est une nouveauté absolue. Les électeurs ne se trouvent pas avec cette loi électorale tout à fait nouvelle. Et ça, c'est un problème. Cécile Antonin. Oui, non, mais c'était au sujet de la différenciation de la gauche et de la droite. Effectivement, on le voit d'ailleurs sur les programmes économiques. En fait, on a effectivement quelques différences. On avait déjà le parti de gouvernement, donc qui était le Parti démocrate. Et en fait, on voit que tous les partis, finalement, prônent une espèce de libéralisme. Donc, il n'y a pas vraiment de différence. Alors si, en termes de baisse des impôts, c'est pas tout à fait sur la même chose. Sur certains, c'est la fiscalité sur les entreprises. Vous allez dire que la politique économique... Mais la politique économique, j'allais dire, la politique économique, pour moi, n'est pas n'est pas ce qui va motiver les électeurs, en fait. Le Parti démocrate est quand même moins démagogue dans son programme économique justement, j'allais dire parce que c'est le parti de gouvernement, donc sans doute il incarne une certaine forme de raison, mais à mon avis, si la droite arrive au pouvoir, ils seront de toute façon contraints, ne serait-ce que par nos engagements européens et par les engagements européens, à une certaine forme de pragmatisme. Mais sur l'économie, en tout cas. Il y en a qui envisagent de s'affranchir des règles européennes quand même. Certes, mais même de la part de Matteo Renzi, on avait vu des bras de fer avec la Commission où on cherchait là aussi à s'affranchir d'un certain nombre de choses. Donc pour moi, c'est pas l'économie qui est clivante, c'est vraiment d'autres débats, et c'est les débats qu'on a évoqués, notamment sur les débats migratoires. Voilà. Ludmilla Acon, est-ce que l'Italie pourrait devenir ingouvernable ? Il semble bien que oui, avec ce mode de scrutin, et d'ailleurs Alberto Toscano a tout à fait raison, trop de changements de système électoral, parce qu'on fait croire aux Italiens depuis très longtemps que c'est le changement du système électoral qui va changer les choses. Et en fait, ce n'est pas cela. Il n'y a pas de solutions qui sont trouvées ni au niveau économique, ni au niveau institutionnel. Et ce n'est pas Matteo Renzi qui a créé la crise. La crise préexistait, Matteo Renzi. Mais il y a eu un espoir de la part d'une partie de la gauche qui pensait que Matteo Renzi allait résorber une situation qui est européenne et qui n'est pas simplement italienne. Alberto Toscano, ingouvernable peut-être l'Italie ? Non, mais vous restez positif, on trouvera une solution à l'italienne. Non, mais dimanche soir, on sera tous là à dire « Ah, quel pays ingouvernable !» Lundi, on le répétera.
On se reverra dans 2 semaines. C'est bien calme. Si vous nous invitez. En même temps, c'est une situation qui se banalise. C'est-à-dire que, rappelons-nous, la Belgique, il y a quelques années, 530 jours sans gouvernement. La Hollande, 3 mois sans gouvernement. L'Allemagne, actuellement, sans gouvernement depuis les élections. Et pour autant, elle tourne. Enfin, les pays continuent de tourner. Et je me demande, bon, je vais me faire l'avocat du diable, mais... avec un peu d'humour, on peut évoquer la commedia dell'arte, et on se demande dans quelle mesure... On l'évoque toujours quand on parle de l'Italie. Les pays sans gouvernement, ça leur fait un peu de bien de temps en temps. Hein, ça ne marche pas si mal. C'est de temps en temps ou pas? Merci en tout cas à tous les 4. Vous restez avec nous. Tout de suite, un œil sur les médias. Anthony Saint-Léger nous a rejoint et vous allez nous parler de l'Italie. Donc on continue ce débat avec vous et cette fois côté du net. Oui, côté Internet où on parle beaucoup de cette campagne marquée, voire polluée par ces fake news, ces fausses informations. 128 ont été relevées en seulement un mois. Il y a un mois justement, voilà. Il y a un mois justement, eh bien, la police a créé même un site Internet qui permet de signaler de fausses infos sur le net. Elle vérifie ensuite la véracité et dans quelle mesure c'est vrai plutôt. Elle les bloque ou alors décide carrément de publier un démenti. Alors la majorité de ces infos, c'est bien sûr ont pour but de polluer la campagne, mais surtout d'influencer la campagne électorale dans un sens comme dans un autre, comme le rappelle cet article de Corriere della Sera, parmi lesquels ces infos, il y avait par exemple des députés qui voteraient pour leurs collègues absents ou plus généralement des prétendus moyens alloués aux migrants. Il faut dire que la question migratoire, on vous en avait parlé, c'est l'un des thèmes centraux de cette campagne, l'arrivée de centaines de milliers d'immigrants depuis 2014, les traversées mortelles de la Méditerranée dont on a beaucoup parlé ici sur France 24, et puis plus récemment cette fusillade à caractère raciste à Macerata. Alors cette correspondante du New York Times à Rome par exemple nous explique comment les choses ont changé depuis qu'elle a été sur les bancs de l'école de ce village, alors Castellina in Chianti, pardon pour l'accent, qui est un peu comme une vitrine de ce qui se passe en Italie, où elle nous explique que 17% des 3000 habitants de ce village sont issus de l'immigration. Et puis, l'autre thème majeur de cette campagne, on en parlait, c'est l'économie et notamment la crise économique. Une crise économique qui conduit beaucoup d'Italiens à se désintéresser du scrutin. C'est ce qu'on peut lire dans cet autre article du New York Times. 30% se disent indécis face à l'absence de perspective, pas d'accès à l'emploi. Des jeunes aussi contraints du fait de ce manque de perspective de rester vivre chez leurs parents. Alors dans le Mezzogiorno, par exemple, M. Toscano en parlait à l'instant, les écarts avec le Nord se creusent. Ce reportage de Libération s'arrête sur Naples, par exemple, et en raison des écarts de revenus avec le Nord, ou du chômage, les jeunes quittent le Sud vers le Nord. Et conséquence presque directe, une population locale qui vieillit. Et en 2030, selon certaines estimations, le Sud pourrait être la zone la plus âgée d'Italie. Du coup, de nombreux jeunes ont confiance en des candidats méridionaux comme Roberto Fico ou Luigi Di Maio, tous deux du mouvement 5 étoiles, Luigi Di Maio vu comme le visage sérieux selon ce quotidien belge L'Echo, en opposition et antithèse à Beppe Grillo. Alors pendant que les étoiles du mouvement 5 étoiles brillent, celle de Matteo Renzi a tendance plutôt à s'affadir. Un peu d'espoir en le parti démocrate, notamment dans cette région des Abruzzes, à en croire ce témoignage de Politico, recueilli par Politico. On ne croit plus aux promesses du parti démocrate. Autre visage de cette campagne, Matteo Salvini de la Ligue du Nord, une proximité à la fois avec Marine Le Pen et Geert Wilders. Et alors que la Ligue du Nord a fait un peu son histoire sur le côté plus territorial nord-sud, on passe à une identité nationale. Ce n'est plus vraiment l'Italie, en tout cas le Nord d'abord, mais plutôt l'Italie d'abord. Scrutin italien marqué aussi plus généralement par 4 vagues de populisme selon l'analyse faite par Marc Lazare. Un populisme attrape-tout 5 étoiles, un populisme dans l'entrepreneur avec Silvio Berlusconi, je n'avais pas encore parlé de lui, et un populisme nationaliste de la Ligue du Nord, et pour finir un populisme centriste de Matteo Renzi. Et cette vague des populismes et des candidatures aussi anti-système fait craindre à cet éditorialiste du Monde une abstention aussi, et plus généralement que l'Italie soit la nouvelle menace de l'Union européenne, après une Allemagne qui s'est cherchée et puis un Royaume-Uni qui est parti. Pas très positif. Merci beaucoup, Anthony. Merci, Alberto Toscano, Ludmila Acon, Sylvain Kahn. Merci, Céline, Antonin. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.